Bonjour Jérôme. Nouveau d'ailleurs dans la galaxie de la rencontre du partenariat entre KPMG et Spring, c'est ça? C'est aussi un bizutage pour toi? Ouais, je suis un peu inquiet d'ailleurs, parce qu'ils m'ont prévu plein de trucs. Ah voilà, bon? ouais, on va voir. Tu vas voir, ils sont assez sympas. Juste un mot, tu es chez KPMG depuis combien de temps pour qu'ils te connaissent? Alors, quelques mots. KPMG Croissance Plus, c'est une longue histoire. Moi, je suis très impressionné, très heureux d'être là. Je prends la suite de François, que beaucoup connaissent. Moi, j'ai un parcours peu académique. J'ai eu mon bac, je voulais pas faire d'études, je suis parti vivre à Londres, j'étais garçon d'étage, puis serveur dans des restaurants. Puis c'est ma mère qui m'a fait revenir en France, qui m'a dit « T'étais bon en maths, tu vas faire expert comptable ». Et donc j'ai repris les études à 21-22 ans. Voilà. J'ai rejoint KPMG vers 26 ans à peu près. Ouais. Ici, c'est bon. Et j'ai fait plein de choses chez KPMG, j'ai beaucoup bougé. Et j'ai pris la direction générale il y a maintenant quelques mois. Moi, ce que j'aimerais vous dire, c'est que j'ai un rêve d'entrepreneur et je ne démords pas de l'idée de faire de KPMG une scale-up aussi. Voilà. Merci, jolie ambition. Merci d'être avec nous pour cette rencontre. Thibaut, un mot sur cette séquence qui nous attend, parce que tu vas nous parler, au-delà du partenariat, d'un travail sur un sujet hyper-croissance. Raconte-nous. Absolument. D'abord, effectivement, bienvenue Jérôme, on est ravis de t'avoir avec nous. On a passé aussi des moments très productifs et très intéressants avec François, que je salue ici. Je pense qu'on peut l'applaudir également. Merci et bravo. Ici au premier rang. L'hypercroissance, c'est un thème qui nous est cher. Et en fait, quand j'ai pris ce mandat, on m'a dit « Mais quand est-ce que vous appelez croissance mieux ?» C'était la première rencontre que j'ai eue. Je me rappelle très bien avec l'Institut de l'engagement. Je ne sais pas si Aurélie Giraud est dans la salle. Et si elle est, je pense qu'elle assumera tout de suite tout à fait la question. Et j'ai assumé la réponse. Mais je lui dis « Tu sais, en fait, Aurélie, un arbre, ça grandit. Un enfant, ça grandit. C'est pas mal. Après, c'est au service de quoi ? Et donc, quand on a des sociétés qui sont au service de l'impact, qui vont apporter des solutions dans l'environnement, dans l'emploi, j'en parlais tout à l'heure, ou sur d'autres sujets sociétaux, effectivement, l'hypercroissance, c'est absolument fondamental et c'est vertueux. Alors, deux mots, mais je ne veux pas dévoiler et déflorer l'étude que nous présentait Jérôme, mais quand même, c'est des choses qui nous sont chères. L'hypercroissance, ça vient avec effectivement une réflexion sur sa stratégie, sur l'innovation. Ça vient avec des réflexions très fortes sur les ressources humaines, comment on fait adhérer ces équipes et la culture d'entreprise que l'on crée. Et ça vient aussi avec, ce que les Américains sont bien meilleurs que nous pour ça, c'est les ventes et le marketing. C'est-à-dire comment est-ce qu'on vend et comment est-ce qu'on s'attaque en fait. Voilà. Donc quelques mots d'introduction pour dire que c'est des sujets sur lesquels on est complètement en phase. D'ailleurs, c'est pas la première fois qu'on a fait cette étude. On a fait cette étude ensemble déjà il y a quelques années. Donc voilà, avec cette petite introduction, Jérôme, je te passe la parole et on va entendre les conclusions de l'étude. Jérôme, est-ce qu'on t'invite dans notre canapé ou est-ce que tu es bien ici devant? C'est bien, ouais, on y va. Je prendrai peut-être mes anti-sèches. Ouais. Alors, cette étude, c'est la deuxième édition, puisqu'on avait fait une première édition en 2008. On a eu à peu près 15 entretiens et une cinquantaine d'entreprises, dont certains d'entre vous qui ont accepté d'y répondre. La moitié entreprises 0 à 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, après un quart 10-50, et puis un dernier quart 50 millions d'euros et plus. Les grands enseignements. Le premier, elle a été faite avant la guerre en Ukraine, donc les chiffres sont peut-être un peu moins nets aujourd'hui. Premier enseignement, le passage de la crise du Covid, plutôt un révélateur et un amplificateur de la performance de ces entreprises. Recours au PGE, massif, 98%, 92%, pas toujours utilisé. Gros choc lié au premier confinement. Et puis le chiffre à retenir, c'est 80% des entreprises qui disent « j'ai pas changé mon modèle économique » et au contraire, il a été renforcé à la lumière de cette crise. Donc, crise du Covid, plutôt accélérateur d'un bon modèle économique. Sur les fondamentaux des entreprises en hypercroissance, et ce que je trouve qui est intéressant, c'est pour ces entreprises, mais aussi pour chaque chef d'entreprise, parce que ça nourrit aussi la réflexion sur ce qu'on peut faire dans son périmètre d'activité pour sa société, son groupe. Les grands leviers, les grands enseignements, lesquels sont-ils ? Le premier, c'est, qui est largement cité, une attention particulière portée à la culture d'entreprise. 40% des déclarants qui disent que le défi le plus important, c'est la culture d'entreprise. En particulier, maintenir la culture d'entreprise quand l'entreprise
croît, comment je la maintiens, comment je la fais évoluer. Ça, c'est un premier levier qui est cité. Un deuxième levier qui est cité, c'est un travail permanent sur la gouvernance et l'amélioration de la gouvernance. Et 40% des déclarants qui disent qu'ils ont un travail continu sur l'évolution de leur gouvernance. La gouvernance, c'est l'équipe de direction, ça peut aussi être un sounding board, ça peut être une instance de surveillance, et un travail continu pour avoir une gouvernance en amélioration continue, pour améliorer le développement. Et il y a toutes les citations que vous connaissez, on recrute un peu plus, et on recrute avec un costume ou un habit un peu plus large pour être en capacité de développer plus. Après, il y a des sujets sur l'hypercroissance que vous connaissez bien, c'est le positionnement sur un marché porteur, et puis le combo marché porteur, innovation, digital qui est très largement cultivé. Donc ça, c'est les leviers, j'ai envie de dire, peut-être qu'on connaît déjà, mais qui ressortent bien. Moi, à titre personnel, ce qui m'a beaucoup le plus marqué, c'est quand même le sujet gouvernance et le sujet culture d'entreprise qui ressortent avant tout. Après, on a des sujets plus classiques, bonne gestion du résultat, bon pilotage. Et d'ailleurs, un truc qui est intéressant, c'est plutôt une volonté de travailler sur l'autofinancement que sur le financement externe, bien dépenser son argent, bien gérer son cash flow, c'est des choses qui ressortent beaucoup. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet de l'étude, et on n'a pas truqué les chiffres, c'est le volet ESG ou RSE qui sort très très fort. Et donc il y a à peu près 58%, 60% des entreprises qui disent de toute façon mon modèle économique, il est avec un volet ESG, RSE qui est consubstantiel finalement de ma stratégie. C'est assez marrant les verbatims qu'on fait avec certaines belles boîtes. Ils ne comprennent même pas tellement pourquoi on les interroge là-dessus, parce qu'ils disent non mais attends, moi j'ai construit mon modèle économique là-dessus. Tu parlais de la croissance, de la performance responsable, et c'est assez intéressant dans ces échanges, parce qu'il n'y a pas du tout la discussion du vase communicant, je vais renoncer un peu à ma performance ou à ma croissance pour être plus responsable. Il y a une vraie réflexion qui est de se dire mais je fais les deux en même temps, puisque c'est dans le cœur de mon modèle économique. Et donc ça, c'est 6 entreprises en gros sur 10 qui nous disent l'ESG c'est consubstantiel, et ils y vont de manière très organisée. 20% des entreprises qui nous disent on va passer entreprise à mission, on est en train d'y travailler. Je pense d'ailleurs que il n'y a pas encore beaucoup d'entreprises à mission en France, mais c'est quelque chose qui va vraiment exploser dans les années qui viennent, et pas que sur les grands corporates dont on peut présumer certains qu'ils font un peu de washing, etc. Je pense que c'est une démarche fondamentale, profonde, sincère qui est en train de s'inscrire. Et puis il y en a 20% qui disent bon ben moi je suis peut-être pas encore au stade de passer entreprise à mission. Par contre, je vais me dédier une ressource, je vais m'organiser pour appréhender ces enjeux, etc. Donc ça, c'est le deuxième volet. Le premier, c'est des fondamentaux solides. Le deuxième, c'est une démarche ESG. Et puis après, quand on les sonde, et ce sera le dernier mot de la présentation synthétique de cette étude, quand on les interroge sur l'avenir, encore une fois, c'est avant le malheur de la guerre en Ukraine. Il y a un optimisme qui est très fort. 7 entreprises sur 10 qui disent qu'ils ont une vision sur un développement important de leurs activités dans les années qui viennent. Quand on leur demande sur quoi ils misent, je ne vais rien vous apprendre, mais c'est toujours important de l'entendre. Le premier sujet, c'est talent, recrutement, fidélisation, le lien avec la culture. J'ai eu quelques échanges en venant ce matin. Je pense qu'il n'y a pas un chef d'entreprise qui ne m'a pas dit que le sujet de talent aujourd'hui, c'était le sujet number one, et qu'il y a beaucoup de développement qui est entravé aujourd'hui par le manque de ressources en quantité ou en qualité. Donc ça, c'est le premier sujet qui sort. Le deuxième sujet qui sort, c'est encore une fois bonne maîtrise du cash flow, bonne maîtrise de la croissance organique. J'étais assez étonné. D'ailleurs, quand on regarde les chiffres, la croissance, elle est d'abord vue par une concentration sur son cœur d'activité. Je gère mon effort en étant focalisé sur le cœur de mon business. Et le sondage sur élargir l'offre de services, etc., ce n'est pas quelque chose qui sort de manière importante. Et puis les deux derniers volets, vous les connaissez, sur les leviers de croissance de demain, c'est aussi l'international. Et puis pour des entreprises en hypercroissance, c'est le marketing et la communication, bien évidemment. Voilà en quelques mots. Merci beaucoup, Jérôme. On va se mettre tous les trois dans le canapé pour accueillir
Notre autre invité, Nicolas Chétel, que l'on applaudit s'il vous plaît, d'HypnoVR, qui vient nous voir. Accueillons Nicolas. Bonjour. On voulait illustrer ce propos d'hypercroissance justement avec ton business, ta boîte. L'occasion que tu nous dises un peu ce que ça veut dire pour un dirigeant. D'abord, c'est quoi HypnoVR et l'ambition d'HypnoVR? Je prononce bien d'ailleurs? Parfaitement bien. Merci à tous les trois. Ravi d'être là aujourd'hui. Alors, en quelques mots, qu'est-ce que ça fait HypnoVR? En principe, le nom est assez explicite. On fait de l'hypnose médicale par réalité virtuelle. Alors, au-delà de ce qu'on fait, à quoi ça sert? Ça sert tout simplement à soulager la douleur et l'anxiété des patients qui vont subir une procédure médicale. Tout ça avec moins de médicaments. Et on pourra revenir peut-être sur pourquoi avec moins de médicaments, c'est mieux. Pourquoi avec moins de médicaments, c'est mieux? Alors, pour une raison assez simple, et c'est une bonne transition sur l'ambition. Aujourd'hui, dans le monde, il y a plusieurs centaines de millions de chirurgies par an. Il y a 20% des collaborateurs européens qui déclarent être stressés au travail. Et en fait, quand on utilise des médicaments pour traiter la douleur et l'anxiété, généralement, on utilise des médicaments qui peuvent être à base d'opioïdes, qui ont des phénomènes addictifs et des effets secondaires très importants. Et donc, concrètement, quand on peut avoir moins mal et être moins stressé en consommant moins de ces médicaments, on se sent mieux. Forcément. Et tu existes depuis combien de temps? Alors, HypnoVR est une entreprise qui existe depuis 2016. Oui. On a créé l'entreprise à Strasbourg avec deux de mes associés qui sont tous les deux médecins anesthésistes et hypnopraticiens. Quand ils sont hypnopraticiens, ils font pas des spectacles sur leur temps libre comme Mesmer, mais ils l'utilisent bien au bloc opératoire depuis plus d'une quinzaine d'années. Et merci, parce que pour connaître un peu le sujet, c'est très précieux pour les patients. Et on a besoin de ça dans nos hôpitaux. Donc merci de les accompagner comme ça. Quand on parle d'hypercroissance, ça veut dire quoi pour toi justement et pour HypnoVR? Alors pour nous, nous on avait un time to market absolument fantastique, puisque on a créé l'entreprise en 2016. Quand on est dans le domaine de la santé et du médical, avant de pouvoir mettre un produit sur le marché, il y a 2-3 contraintes réglementaires, cliniques. Et donc, on a commencé à commercialiser la solution début 2019. Et puis, on arrive début 2020 en pleine phase de première accélération. Et là, les gens à qui on s'adresse principalement, qui sont les anesthésistes réanimateurs, ils nous disent, en fait, on a un peu autre chose à faire en ce moment. Et malgré ça, donc malgré 2 années où les anesthésistes réanimateurs et globalement les professionnels de santé, ils étaient focalisés sur la pandémie, on a eu un développement d'activité extrêmement fort qui a été quasiment triplé sur les 2 années. Donc l'hypercroissance, pour nous, ça s'est traduit comme ça. Ça s'est traduit aussi par un développement qui a dépassé les frontières. Puisque même si on est français et on se développe toujours extrêmement fortement en France, on a aussi commencé à déployer HypnoVR en Belgique, en Suisse, aux Pays-Bas, à Hong Kong et dans une moindre mesure aux États-Unis. On évoquait avec Jérôme il y a un instant des problématiques que l'on peut avoir. Ça s'accompagne de problématiques de recrutement, de fidélisation, de levée de fonds aussi. Tu es confronté à quoi? Ouais, alors nous quand on a démarré HypnoVR avec le docteur Graff et le docteur Chauvin, on avait déjà des vies qui étaient assez remplies. Et en fait, on parlait tout à l'heure de l'ambition. Je crois que c'était un truc qui nous caractérisait bien depuis le départ. On s'est dit, si on fait HypnoVR, d'abord on va quand même démontrer que ça marche, parce que on va quand même être en contact avec des patients. À partir du moment où ça marche, il faut que ce soit accessible au plus grand nombre. Au plus grand nombre, pas de Strasbourgeois, d'Alsaciens, de Français, au plus grand nombre, partout où il y a des patients qui peuvent en avoir besoin. Donc dès le début, on a eu cette ambition hyper forte et qui s'est traduite par un développement international. Pour atteindre cette ambition, effectivement, il faut avoir des gens pour nous aider, parce qu'on ne fait pas tout seul, bien au contraire. Et aujourd'hui, dans les talents, en fait, un des éléments et un des challenges qu'on a, c'est véritablement de se dire, en fait, les gens, ils ont pas besoin de venir travailler chez HypnoVR. Si on veut avoir les bons talents,
il faut qu'ils aient envie de venir travailler chez Hypnovert. Et donc ça veut dire que comment on fait pour recruter, y compris quand tout le monde est en télétravail, comment on fait pour recruter des gens qui disent moi, oui, j'ai super envie de venir, mais en fait, je veux venir travailler à 4/5e parce que à côté, je fais du théâtre, du sport et d'autres activités et que ça contribue pleinement à mon épanouissement à la fois personnel mais professionnel. Et je crois le lien avec ça, c'est ce lien qui ressortait aussi de l'étude sur la culture. C'est que finalement, quand on passe de 3 à 5 à 10 à 20 demain sur plusieurs fuseaux horaires, avec des gens qui sont dans un endroit, d'autres qui sont en remote, le socle, le fondement, c'est vraiment la culture. C'est ce qui fait que les gens prennent du plaisir à travailler ensemble, ont une mission qui est claire, qui a du sens, qui peuvent partager et quelque part un moonshot qui rejoint l'ambition. Thibaut. Nicolas, quand on a préparé ensemble cette session, on parlait surtout du marché, tu parlais d'ambition, mais ce marché, il est absolument énorme en fait. Tu peux nous en dire quelques mots sur ce que vous pourriez viser à 2030 ? Tu ne parles pas de tes chiffres et on comprend tout à fait, mais ce marché est fantastique. Non, alors le marché, on peut le caractériser un peu par analogie. Aujourd'hui, je l'ai évoqué, quand on parle spécifiquement de la douleur, il y a tout un tas de médicaments, certains qui ne sont pas à base d'opioïdes, type paracétamol, ibuprofène, etc. Et après, quand on parle du marché des opioïdes, qui est concrètement celui qui est le plus utilisé aujourd'hui pour la douleur chronique et la douleur aiguë, c'est un marché qui, en 2018, représentait 18,5 milliards de dollars au niveau mondial et avec des croissances assez soutenues. Donc voilà, si on se focalise sur un pourcentage raisonnable mais néanmoins ambitieux, ça donne une idée de la taille de marché. Les premiers patients bénéficient aujourd'hui d'Hypnovert ? Alors aujourd'hui, ils sont plus que les premiers, puisqu'aujourd'hui, la solution a été déployée dans plus de 250 établissements de santé. Donc globalement, il y a, sauf erreur de ma part, il n'y a pas un CHU en France qui n'a pas au moins un dispositif Hypnovert. Ces établissements, ils sont dans 5 ou 6 pays, je l'évoquais. Et puis surtout, on est dans un nombre de services extrêmement important, puisque ça concerne aussi bien des patients qui vont être au bloc opératoire dans le cadre d'une intervention chirurgicale sous anesthésie locale ou loco-régionale, que des patients en dehors du bloc opératoire pour des traitements de calculs rénaux, de l'imagerie, des urgences. Et on va jusqu'au cabinet libéral, puisqu'on travaille avec les chirurgiens dentistes dans le cadre de la prise en charge de l'anxiété de leurs patients. Il y a environ 60% des Français qui ont peur d'aller chez le dentiste. Je vais laisser la parole à la salle dans un instant si vous avez des questions, et peut-être Jérôme et Thibaut pour témoigner, mais pour réagir. Juste une question. Une crise sanitaire mondiale peut être bénéfique finalement pour accélérer ces choses-là dans le monde hospitalier ? Alors, nous, on ne pensait pas. Oui. Et la réalité, c'est que oui. Alors, pourquoi ? Parce que quand on a vu les portes des hôpitaux se fermer, puisque c'est littéralement ce qui s'est passé avec les plans blancs, quand on a vu des anesthésistes qui ne faisaient plus du tout d'anesthésie, qui faisaient globalement plus de la réanimation, en fait, derrière, on a vu d'autres choses. On a vu des soins en fait, qui étaient totalement déprogrammés parce qu'il fallait libérer des lits, parce qu'il n'y avait plus d'anesthésistes. Et donc, des spécialistes qui nous ont dit, mais moi, en fait, Hypnovert est une vraie solution alternative ou complémentaire à l'anesthésie qui va pouvoir me permettre de soigner des patients qui, sinon, ne pourraient pas être soignés parce que j'ai plus accès à l'anesthésie. Et puis, il ne faut pas oublier une chose aussi, c'est que, et ça, ça a été une de nos surprises et un des phénomènes d'accélération, c'est que pendant la crise, on s'est occupé des patients, mais il y en a d'autres qui étaient impactés, c'était les soignants. Et donc on a concrètement des équipes d'anesthésie qui ont dit ouais, Hypnovert c'est super pour les patients, mais en fait c'est aussi génial pour nos équipes de soins. Évidemment. Et donc ils ont quelque part réorienté une partie de l'utilisation d'Hypnovert pour les soignants. Je complète ma question pour que tu me répondes en 12 secondes 22. Une crise sanitaire mondiale
une crise géopolitique dont on ne connaît pas l'issue. Est-ce que ce stress mondial, ce stress ambiant, l'impact psychologique que ça a sur les populations, mais aussi sur nos entreprises, est-ce que finalement, c'est pas aussi un accélérateur du mouvement pour avoir encore plus besoin de ce type d'accompagnement? Alors, moi, je suis intimement convaincu que oui, en 12 secondes 22, et il me reste du coup 5 secondes 22. C'est ça. Dans les 5 secondes 22, je suis convaincu que oui. Après, encore une fois, on est dans un dispositif médical. Donc, en fait, on va bien sûr s'occuper des gens. Ils en ont besoin, mais on va le faire de façon structurée. Jérôme et Thibaut, oui. Moi, j'ai une petite question, parce que je vois qu'on a encore un peu de temps. Tout à l'heure, j'ai parlé de Croissance Plus, qui ne fait pas de la levée de fonds, l'alpha et l'oméga. Mais l'argent, c'est l'essence d'un business qui est en pleine croissance. En l'occurrence, et à nouveau, connaissant un petit peu ton business maintenant, je pense que tu es typiquement dans le cas de figure où tu devrais pouvoir lever beaucoup d'argent pour accélérer dans une croissance très vertueuse. Voilà. Quelles sont tes réflexions sur ces financements à venir ? Alors, le point, il est très juste. En fait, on vient de terminer une levée de fonds de 4,5 millions en fin d'année dernière. Et une des questions qu'on m'a posées pendant ce tour-là, c'est on m'a dit, mais pourquoi vous levez 4,5 millions et pas 45 ? Je dis, mais il n'y a aucun problème. On va lever 45. D'ailleurs, voilà le plan, voilà le plan, le business, tout ça. Et on m'a dit, ah ouais, mais quand même, avant de lever 45, il faudrait montrer telle métrique, à obtenir tel milestone, etc. Je lui ai dit, bah oui, mais c'est quand même assez bizarre parce que j'ai des gens qui ne sont pas des concurrents directs, mais qui font peu ou prou la même chose, notamment aux États-Unis, qui ne sont pas plus avancés, qui ne font pas plus de business et qui viennent de lever 70. Donc très concrètement, peut-être que je m'y suis mal pris, il faut aussi être un peu humble, mais en tout cas, le sens est, je pense que depuis le début, on a franchi les étapes les unes après les autres, en étant accompagnés, en levant ce dont on avait besoin, pas plus. Parfois, certains lèvent plus et l'utilisent mal. Après, je pense que pour nous, la vraie question, c'est oui, dans un horizon relativement proche ou pas, si à un moment on veut passer de l'ambition, je dirais, hexagonale / banane bleue européenne à une ambition mondiale, comme en fait on peut le voir maintenant aux États-Unis ou en Asie, oui, les fonds propres sont un élément clé. Clairement. Jérôme, c'est une bonne illustration finalement de l'étude. C'est une manière d'illustrer cette hypercroissance dont tu parlais. On ne s'est pas concerté Oui. sur les réponses, mais on voit bien que ça illustre parfaitement ce qui ressort de l'étude. Oui, pour faire de la levée de fonds, avec l'international en levier de croissance majeur, mais une levée de fonds bien faite, bien structurée, pour les bons sujets. Je pense que tu as aussi parlé du sujet de culture d'entreprise, déterminant pour être en capacité de croître. Voilà, on retrouve bien les éléments de l'étude dans ce qu'évoque Nicolas. On va demander dans la salle s'il y a des questions, des réactions, d'autres exemples de gens qui voudraient illustrer ce sujet, qui sont d'accord, pas d'accord. On va donner le micro au troisième rang. Bonjour, je vous invite à vous présenter, Sandra Legrand. Absolument, j'allais le faire d'ailleurs, Nicolas, j'allais le faire. Et je trouve que c'est bien qu'on le fasse tous. Qui es-tu ? Donc, Sandra Legrand, j'ai monté une société qui s'appelle, cofondée avec Valérie Falala, Yapuka. Et nous, on n'hypnotise pas les jeunes, mais on les entraîne à l'oral. Donc, tout ce qui est entretien, concours école et stage et premier job. Moi, je trouve ça assez génial d'utiliser des systèmes alternatifs aux médicaments. Première question, est-ce que ça marche sur tout le monde ? Parce que moi, j'ai essayé l'hypnose, pas pour la douleur, mais pour autre chose. Les gens qui me connaissent savent pourquoi. Mais et ça n'a jamais marché. Donc ça, c'est ma première question. Est-ce que tu as essayé l'opium ? Bon, enfin, c'est peut-être pas le sujet, d'accord. Et j'ai oublié ma deuxième, ça va me revenir. Alors, donc non, l'hypnose ne marche pas sur tout le monde. Donc, si ça marche pas sur vous, il n'y a pas d'inquiétude. Ça marche pas sur tout le monde. En revanche, la bonne nouvelle, c'est quand même que ça marche globalement quand on regarde les études sur 85 à 90% de la population. Et généralement, alors il y a notamment des tests extrêmement standardisés, un test notamment qui s'appelle le test de Barber, qui permet d'identifier le niveau de suggestibilité des patients de façon extrêmement rigoureuse. Mais 85 à 90% des personnes sont suggestibles, sachant que dans cette tranche-là, il y a 2 tiers qui sont normalement suggestibles et 1 tiers qui est hyprasuggestible.
Et alors, juste ma deuxième question, c'est est-ce que vous allez décliner d'autres champs que la douleur pour l'hypnose? Alors, c'est totalement l'objectif et le plan. En toute transparence, et comme on se parle quand même en transparence et suffisamment via les différents fils WhatsApp et Signal, on a pris beaucoup de retard sur ce sujet pour une raison assez simple, c'est qu'on avait totalement sous-estimé le champ de la douleur et de l'anxiété. Et en fait, nous, on avait considéré au départ, et c'est pour ça aussi qu'on a revu un peu notre ambition à la hausse au fil de lance dans ce domaine-là, c'est qu'on avait considéré que la douleur, c'était le bloc opératoire. En fait, assez rapidement, les médecins nous ont dit, mais vous savez, il n'y a pas qu'au bloc opératoire que les gens sont stressés et ont mal. Et maintenant, les patients nous disent, mais vous savez, il n'y a pas qu'à l'hôpital que les gens sont stressés et ont mal. Alors on l'avait déjà vu dans le domaine du stress, sur le stress au travail, mais dans le domaine de la douleur, il y a notamment un champ absolument gigantesque sur la douleur chronique, avec du coup un traitement qui dépasse assez largement les portes de l'hôpital. Merci Sandra. D'autres questions ou remarques dans la salle ou autre exemple? C'est aussi des questions pour Thibaut et Jérôme peut-être, au deuxième rang. Bonjour Eric qui intervient demain. Faut pas le dire en fait. Pardon. J'ai une question un petit peu éthique parce qu'en hypnotisant les gens, on peut vraiment leur faire croire ou dire n'importe quoi. Quelles sont vos remarques là-dessus? Est-ce que vous avez un comité d'éthique? Est-ce que vous avez des réflexions sur ce sujet? Oui, des hommes politiques. Non, pardon. Donc, il y a une première chose, c'est il y a une vraie séparation entre l'hypnose de spectacle et l'hypnose médicale. L'hypnose médicale, elle a un seul et unique objectif, c'est d'amener les patients dans un monde de confort et de sécurité qui est le leur, et globalement qui est assez radicalement différent du monde de stress et de douleur dans lequel ils sont quand ils sont à l'hôpital. Donc l'objectif est déjà assez différent. En revanche, la question de l'éthique, elle est absolument fondamentale, et elle explique notamment pourquoi aujourd'hui on a un board scientifique qui est composé de professeurs qui sont internationalement reconnus. On a des professeurs d'anesthésie de Strasbourg, parce qu'on est quand même de Strasbourg et qu'il y a une grosse spécialité là-bas, 2 professeurs aux US, un professeur en Allemagne et un professeur parisien. Et la deuxième chose, c'est que le logiciel aujourd'hui ne peut être administré, si on veut, que par des professionnels de santé. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui n'est pas professionnel de santé, il n'a pas accès à HypnoVR. Jérôme. Ce qui est intéressant, les 2 questions qui viennent d'être posées pour les relier avec l'étude. La première, c'est que tu réponds oui, je peux élargir mon offre de service, mais j'ai déjà beaucoup à faire sur le cœur de mon activité, qui est le traitement de la douleur, ce qui est quand même vachement intéressant. On reste concentré sur la proposition de valeur initiale avant d'aller en chercher une autre. Et dans la question que tu poses, c'est la structuration de la gouvernance qui peut prendre des formes différentes selon les entreprises. Et sur ton business, voilà, un comité scientifique, c'est déterminant. Ça peut être différent pour d'autres activités. Qui est d'ailleurs, qui a été un élément absolument fondamental quand on a créé l'entreprise au départ. C'est-à-dire au départ, avant même qu'on pose les statuts, avec le docteur Graff et le docteur Chauvin, on s'est dit, OK, qu'est-ce qu'on veut? Ce qu'on veut, c'est quelque chose qui, si ça marche, va pouvoir servir à un nombre extrêmement important de personnes au niveau mondial. Deuxième chose qu'on veut, c'est certainement pas faire quelque chose qui soit un gadget, etc. Ce qu'on veut faire, c'est véritablement une thérapie digitale avec une dimension clinique, scientifiquement éprouvée, réglementairement acceptée et qui s'inscrit donc complètement comme un dispositif médical. On aura énormément besoin de toi aussi sur les aidants et les accompagnants qui sont soumis à tout cela. Autre question, peut-être dans la salle, je vois une main, 2 mains qui se lèvent. On vous apporte le micro. Quand vous avez une crampe, ce sera le bon moment. Merci de garder la main levée, s'il vous plaît. Bonjour, je vous invite à vous présenter si vous le souhaitez. Tout à fait. Donc, je suis Pierre Lostré, président de Sentis, donc parfum d'intérieur. Alors, une question pour Nicolas. Si votre succès devient fracassant, vous risquez de faire de l'ombre aux fabricants d'opioïdes, qui sont probablement américains et très lobbyistes. Est-ce que vous le craignez et comment vous appréhenderiez? est-ce que vous avez des menaces de la Colombie, par exemple? Alors,
Pas encore. Non, ne m'encouragez pas. Pas encore. Non, alors je pense que d'abord ce sera une excellente nouvelle parce que ça voudra dire qu'on aura réussi une partie de notre objectif qui est d'être une vraie alternative non médicamenteuse au traitement classique. Ensuite, je pense que je ne sais pas s'il y en a qui ont vu la série Dopsic. Sinon, c'est une série que je vous recommande qui est sur la crise des opioïdes aux États-Unis. Il n'y a pas trop de doute dans la communauté scientifique sur les effets secondaires des opioïdes. Là-dessus, il n'y a pas trop de doute. Comme d'ailleurs, il n'y a pas trop de doute sur les effets du tabac sur la santé. Et donc, je pense qu'à un moment, en tout cas, moi, je préfère l'aborder comme ça. Si j'étais un fabricant d'opioïdes, et je sais qu'à un moment, mes produits ont des effets secondaires très indésirables, je serais plutôt dans une position où je me dis, comment je embrace une solution alternative et finalement, j'arrive à combiner mon cœur de métier qui est le traitement de la douleur et de l'anxiété, mais avec une thérapie complémentaire qui d'ailleurs n'est pas forcément ça. On ne vient pas remplacer les opioïdes, on vient les compléter pour en diminuer les doses et en diminuer du coup les effets secondaires. Merci beaucoup Thibaut. Juste un mot dans ce que j'entends là. L'hypercroissance, merci Jérôme pour l'étude et évidemment vous en saurez plus sur l'étude à la demande. J'entends en fait que encore plus croissance plus est un lieu important pour accompagner cette hypercroissance de par la solidarité en fait entre les membres, de par les conseils que l'on peut trouver aussi entre soi. Bien sûr, alors Nicolas a l'air de maîtriser beaucoup de sujets par lui-même, mais je pense qu'il aura aussi un échange très riche sur tous les sujets sur lesquels d'autres ont fait des choses avant lui, des grosses levées de fonds, des fusions, acquisitions, développement international. Donc on sera ravis de t'accompagner si tu le souhaites, mais l'aventure paraît absolument fantastique dans les 10 ans qui viennent. On n'a aucun doute, je crois que tout le monde va te demander s'il peut être investisseur sur le tour à 45 millions d'euros. On a noté. Pour déplacer la virgule après le 5. Et un grand merci déjà pour aujourd'hui et puis à chacun et chacune d'entre vous parce que indirectement vous avez déjà contribué à ce tour-là, indirectement ou directement pour certains au travers des merveilleux échanges sur le fil WhatsApp. Bravo Nicolas Chétel et merci à Jérôme Kiefer et les équipes de KPMG pour l'étude hypercroissance. Thibaut